Le tracteur, il va tourner longtemps? Non. Merci. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, Qu'est-ce qu'on cherche dans le vin? Comment on le goûte? Il a du nez, hein. Suivez l'appellation Médoc au Médoc. Wine Woman Show. Bon alors Tessa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre invité du jour? Alors aujourd'hui on va rencontrer Stéphanie Francisco du Château de la Croix. Donc c'est une exploitation familiale de 30 hectares, si je ne me trompe pas, en AOC Médoc. C'est ça. Donc elle a rejoint l'exploitation familiale, mais pas de suite. Elle a vécu de belles expériences avant et elle va nous partager tout ça parce que ça lui sert aujourd'hui. Bah, j'ai hâte. Direction Ordonac. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wine Woman Show. Tant que j'y pense, je vous le dis pour une fois, likez bien l'épisode si vous aimez le format. Pensez aussi à nous mettre quelques petites étoiles sur les plateformes de podcast. C'est important pour nous pour gagner en visibilité. Merci à tous. Aujourd'hui, je suis à Ordonac, au cœur du Médoc. J'ai la chance de venir à la rencontre de Stéphanie Francisco au Château de la Croix. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Ça va? Très bien, Bon, t'es prête pour un Born to be Wine? je suis prête. Allez, go! Alors Stéphanie, j'aime bien demander aux Médocains leurs souvenirs d'enfance autour du vin. Qu'est-ce qui te revient comme ça? Alors tout de suite, le plus grand souvenir, ce sont bien sûr les moments de vendange. Chaque année, ce moment tant attendu arrive et moi, c'est une ambiance que j'ai toujours aimée, surtout qu'avant on faisait du coup les vendanges avec une grande équipe de vendangeurs espagnols qui venaient d'Andalousie. Donc la fête était là au village pendant 2 semaines, jour et nuit. La journée, carrément. Voilà. Et alors Ce c'est sont espagnol? les Espagnols. Si, muy bien. C'est comme ça que tu as appris Et- l'espagnol? Exactement. À leur contact? Donc, Et donc ce sont vraiment mes meilleurs souvenirs. Vendange à la main, au milieu des vignes, avec des personnes toujours gaies, toujours l'envie de travailler. Voilà. Et puis le soir, fiesta, bien sûr. tous les soirs fiesta? Tous les soirs Ouais, le fiesta. matin, Il y ça avait devait un être, thème différent tous les beaucoup. soirs. Voilà, c'était des personnes qu'on logeait et qu'on nourrissait. Donc ils étaient là pendant 2 semaines. Le premier jour, tout le monde était ravi, tout le monde se serrait dans les bras parce que c'était une équipe qu'on retrouvait en fait tous les ans, de génération en génération. Et voilà. Et tu sais pourquoi un peu ça s'est arrêté tout ça? Parce que c'est vrai que les vendangeurs espagnols, il n'y en a plus trop. Bon, maintenant c'est beaucoup la machine. Tu as réfléchi à comment l'évolution au fil des ans, comment ça avait pu changer? Ben, c'est vrai qu'après, on s'est agrandi. Et donc, par rapport à nos capacités de logement et tout ce qui était manutention pour pouvoir gérer à manger, voilà. Après, on s'est agrandi. Du coup, l'équipe s'est agrandie. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé après de passer à la machine. On a travaillé avec d'autres équipes de vendangeurs français. Voilà. Et puis après, on a décidé de passer aux vendanges à la machine. Et on peut dire un mot sur les vendanges à la machine. C'est vrai que pour les gens, vendanger à la main, c'est un peu le top, tout ça, mais au final, on s'aperçoit que les machines sont beaucoup plus performantes au fil des ans. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a une réactivité qui est permise par la machine qui est intéressante. Bien sûr, les vendanges à la machine, ça permet de pouvoir récolter quand on veut un raisin vraiment à maturité, parce qu'il faut savoir que chaque parcelle, selon le cépage, selon l'orientation de la parcelle, chaque parcelle a son rythme, hein. Donc le raisin mûrit différemment sur chaque parcelle. Donc la machine, ça nous permet justement de vraiment s'adapter à la maturité du raisin et de pouvoir récolter quand on veut. Contrairement à la main où bien sûr l'ambiance était vraiment agréable, mais quand les vendangeurs étaient là, du premier jour au dernier jour, il fallait les faire travailler parce que bon,
fiesta toute la journée. C'est Fallait évacuer derrière. c'est ça. Donc tu es une vraie médocaine, au sens que ta famille est là depuis 1870 sur l'exploitation, j'ai vu. Oui, c'est ça. Alors peut-être pas revenir sur chaque transmission, tout ça, mais j'ai vu que l'année 56 avait été assez marquante. Est-ce que ça... Bon, toi évidemment tu l'as pas connu, mais Non. est-ce que dans ta famille c'est des choses dont vous parlez, dont c'est vraiment une année marquante ou pas? Ben, j'ai entendu beaucoup ma grand-mère parler de cette année-là, ou une année de grand gel, où ils avaient perdu toute la récolte, hein. Bon, il y a eu des années après où ça s'est passé, mais pas aussi fort, hein, parce que vraiment en 56, il y avait eu vraiment un gros gel sur toutes les parcelles, surtout qu'il y avait eu beaucoup d'humidité avant. Donc en fait, les racines étaient imbibées d'eau et du coup avaient vraiment cramé. Donc c'est la récolte ou carrément les pieds qui étaient Les pieds, morts, la récolte, toute. ça va être terrible quand même. C'était assez compliqué apparemment. Je me souviens que ma grand-mère me disait elle faisait déjà un grand potager, mais du coup ils avaient agrandi le potager pour pouvoir vendre leurs légumes et pallier Ah oui. à tout ça. Et donc vous travaillez en famille. Mhm. Et notamment, là, tu es en binôme avec ton cousin Claude, c'est ça? Oui. Qui lui est plutôt sur la partie vigne et toi plutôt sur la partie chai, c'est ça? C'est ça. Chez avec mon papa qui m'aide encore D'accord. beaucoup. Et alors ça s'articule comment du coup? Parce il y a forcément des liens importants, le raisin pour adapter au type de vin que tu veux, et inversement, il y a pas mal de choses. Vous communiquez comment ça se passe? Oh ben, on communique bien, hein, chacun son domaine. Il y a un lien hein, entre la vigne et le chai. Par contre, c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup, même quand on fait nos visites ici sur la propriété, de tout ce qui est cépage, travail au chai, vinification, etc. Mais on parle jamais assez de tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire tout le travail dans la vigne, hein. Il faut savoir que le travail dans la vigne, c'est 80% du temps. Sans bon raisin, on n'a jamais réussi à faire de bon vin. On a calculé qu'on passait à peu près 25 fois devant le pied de vigne tout au long de l'année, quelle que soit la saison, hein. On a, 25 fois, ouais, c'est voilà, quand même... c'est avec des travaux différents. Soit on travaille à la main, pied par pied. Il y a des travaux qui sont faits également au tracteur. Mais il y a beaucoup de travaux aussi qui sont faits pied par pied. À la vigne, on peut dire que c'est un grand jardin. Voilà. Ouais. Il faut s'occuper tous les jours, quel T'as que combien soit le d'hectares, temps. là? On a 30 hectares. 30 hectares. Et t'as calculé un nombre de pieds comment... Qu'est-ce que ça donnait? Alors, il faut faire à peu près le calcul, mais comme ça, là, vite fait, tu me prends de court, mais c'est à peu près 200 000 pieds sur la propriété. Voilà. C'est 25 fois devant 200 000 pieds. Ouais, Exactement. Ouais. En effet, ça doit prendre du temps. Et d'ailleurs, là, je salue bien mes deux filles qui sont là et tous les jours dans la vigne, Aurélie et Maria. Maria qui est là depuis très longtemps, qui m'a vu grandir. Ouais. Et elles sont Donc je toutes précise les aux gens deux. que ce ne sont pas ses filles au sens Ah, non, non, maternel oui, bien du sûr. terme. J'ai que des garçons. Ouais. Ce sont deux filles qui travaillent pour nous depuis plusieurs années, notamment Maria, et qui sont dans nos vignes tout au long de l'année, qu'il se fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Voilà. Travail difficile, mais quand on les fait travailler dedans, elles ont vite envie de repartir dans leur vigne. D'accord, ouais. Donc, On revient au métier passion et au contact avec la nature. c'est Et ça. que, des gens qui l'ont en eux. Et Ouais. si tu les sépares de la nature, ça devient compliqué. Donc, bon. On va revenir sur ton parcours. Donc tu t'es pas mal formé. Donc tu as fait ton collège à Pauillac, c'est ça? Alors, le Non. collège à Ouais, l'Espa, à l'Espa, et le lycée à Le Pauillac. lycée à Donc Pauillac. là, on est vraiment Absolument. au cœur du au Médoc. cœur du Médoc. Et après, donc, tu es allé faire un BTS technico-commercial autour du vin à Veyre, en rive À droite. Veyre, ouais. Et après, à Talence, tu t'es spécialisé en commerce international, là, pas que pour le vin, pour le coup. C'est ça. Et donc, ce qui t'a donné beaucoup de force, notamment au niveau commercial. Alors, raconte-nous peut-être ton premier métier. Mon premier métier, aussitôt mes études terminées, je suis partie aux États-Unis, Caroline du Sud, donc une région non viticole, pour travailler pour un importateur de vin qui importait que des vins français. Ok. Voilà. Et ton rôle, c'était quoi, du coup? Et donc là-bas, il fallait que je promotionne les vins français. Mhm. Donc forcément, il y avait des vins de toute région, mais
j'aimais quand même bien promotionner les vins de Bordeaux, hein. Et tu accompagnais des agents, Oui. C'était vraiment au contact direct des acheteurs. Oui, alors acheteur plus professionnel parce que les États-Unis c'est un peu particulier, hein. On travaille pas en direct avec le particulier. Donc on allait faire des promotions, présenter des vins, parler des différentes régions viticoles françaises auprès des professionnels dans différents États. Voilà. Et quand tu parlais de Bordeaux, du coup, les arguments qui touchaient, c'est quoi? Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis ou quel que soit le pays à l'étranger, les vins de Bordeaux sont quand même vraiment renommés. Quand on arrive, ah, tu viens du Médoc, en plus vigneronne, voilà, on est accueillis les bras ouverts et il y a plein de questions qui fusent et on nous fait quand même confiance et Bordeaux a quand même une belle image à l'étranger. Ok. Même aujourd'hui. Parce encore. que on parlait à l'épisode précédent avec Jean Hubert qui disait qu'aux États-Unis, l'entrée cépage est plus naturelle pour eux. Et c'est vrai que là, sur les vins, que ce soit de français, mais particulièrement Médoc, là, c'est souvent assemblage. Ouais. Il n'y a pas de difficulté à justement avoir cette entrée plutôt appellation que plutôt cépage. Il fallait expliquer. Les appellations sont nombreuses, complexes, il y a beaucoup de diversité. Donc, au contraire, ils étaient contents de voir et attirés, curieux de savoir comment on pouvait fabriquer des vins avec 3-4 cépages assemblés et puis avec des cépages différents selon les appellations et des cépages différents à quelques kilomètres d'écart, quoi, Ah oui. en fait. Oui, surtout pour eux. La Ils- France, c'est pas très grand C'est à ça. l'image de leur Ouais. pays. Je comprends. Du coup, après cette expérience, tu es revenu en France, j'imagine? Oui, après j'ai travaillé chez un petit négociant à Bordeaux. Voilà, où là c'était plus, on va dire, de l'administratif, des élaborations de contrats, voilà. Je suis pas restée longtemps parce que moi il fallait être en contact Avec les avec les gens, Bon, tu as vu un peu les coulisses, bouger, voir comment ça marchait c'est ça, au niveau des contrats et les préoccupations du négoce et tout ça, j'imagine. exactement. Ouais. Mm. Et après la Vendée. Et après la Vendée, où je suis restée très longtemps, 10 ans, où là j'ai privilégié en fait la vie de famille, hein, c'est là où j'ai eu mes enfants, voilà. Et puis là, du coup, je travaillais pour faire des animations, dégustations, des soirées dégustation auprès des particuliers et des entreprises, auprès des CE, parce qu'avant, on avait le droit de pouvoir faire déguster nos vins auprès des comités d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'était Et intéressant du coup, aussi. quel type de vin tu leur présentais? Alors, beaucoup de médoc, forcément. Le chauvinisme avant tout, t'as bien raison, t'as bien raison. Et des vins vendéens peut-être, j'imagine quand même. Pas. Même pas? Non. Je l'ai dégusté, je l'ai goûté parce qu'il y avait des choses très intéressantes. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup progressé au niveau de la qualité sur la Vendée, que ce soit blanc ou rouge. Donc en 2013, forte de toute cette expérience, tu dis je veux revenir sur l'exploitation dans le Médoc. C'est C'est ça? ça, ouais. Et tu viens de gérer un peu l'aspect commercial, du coup, reprendre ça en main. Et, l'expérience que tu avais eue, ça paraît totalement logique. C'est quoi la réaction de tes parents quand tu dis je veux revenir? Parce que j'imagine qu'après 10 ans, tu me dis plus 10-12 ans, est-ce qu'ils désespéraient de te voir revenir ou ils espéraient encore? Non, je ne sais pas trop ce qu'ils pensaient, mais après, quand je leur ai annoncé que je revenais, forcément, hein, très content. Voilà, et puis tout s'est mis en place rapidement. Mon cousin était déjà sur l'exploitation. Et puis voilà, tout le monde a trouvé tout de suite sa place. Un petit coup de pouce, hein, parce que avant la commercialisation du temps de
de mes grands-parents, c'était très, 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 très facile, hein. Tout le monde tapait à la porte et venait pour acheter tout de suite. En 2 jours, toute la récolte était vendue. La génération de mes parents, c'est devenu, au début, c'était simple, un peu plus simple, et puis après, c'est devenu compliqué. Et donc, voilà, on va dire que je suis arrivée peut-être au bon moment pour leur permettre de souffler un petit peu. Et puis voilà, notre génération, bah, c'est compliqué, la commercialisation, il faut se battre et jamais rien lâcher. Ouais, il faut Et avoir c'est une ce vraie qu'on essaye de stratégie. faire. C'est sûr que là, si tu attends que les gens t'appellent, en ce Là, moment, aujourd'hui, pas- ouais, c'est on est d'accord. Donc ouais, c'est pas c'était d'actualité. parfait, t'es arrivé au bon moment et, pour mettre en place tout un système de commercialisation. Donc 2016, tu prends vraiment les rênes juridiques, on va dire, de Exactement. l'exploitation. Euh, Souvent on parle de la transmission un peu compliquée, des exploitations viticoles. Là, ça s'est passé naturellement. Comment tu l'as vécu? Oui, tout était déjà bien structuré, bien fait. Voilà, après, signature, hop, 2016, ça y est, c'est moi qui suis gérante, exploitante de la propriété viticole familiale. Alors après, on a lourd sur les épaules aussi parce Mhm. que il y a des avantages forcément de travailler pour soi, d'avoir sa propre exploitation viticole. Mais il y a bien sûr des inconvénients et une lourde responsabilité parce qu'il y a déjà eu 4 générations derrière nous. Donc, On ne parle pas assez de cet aspect-là. il faut que la 5e génération assure aussi, hein. Le poids, ouais, je pense que le poids de la transmission, c'est aussi de se dire, c'est pas, il faut pas que moi je mette fin à tout ça, et Exactement. ça met une pression terrible. Ouais. Alors que mais souvent on n'y peut rien, hein, le contexte il est comme il C'est ça. est, et des fois c'est impossible d'y arriver. Et des fois, voilà. Donc, Rien on n'est se bat, impossible, hein, c'est mais ce tout qu'on à a dit. fait. Il faut se battre et puis trouver des nouvelles solutions et surtout faire du bon vin aussi. Ouais. Parce que quand on a du bon vin, c'est plus facile à le vendre. Ça, pour le coup, le malheur du réchauffement climatique, ça, c'est Ouais. une petite aide pour nous, au sens que les millésimes sont un peu plus chauds, que les Cabernet Sauvignon mûrissent mieux, un petit verre d'eau aussi. Ouais. Et c'est vrai que du point de vue raisin, ces dernières années, c'est quand même... on a des beaux profils de vin avec des belles sucrosités. Oui. Et ça aide pas mal, ça, Oui. c'est cool. C'est vrai que les arrière-saisons sont agréables et comme tu dis, ça permet au raisin d'arriver vraiment à maturité, quel que soit le cépage. Quand tu prends donc les rênes, là, je crois que ta grand-mère te dit une phrase histoire de te déstresser un peu. Ça m'a fait Ouais. rire. En fait. Si tu peux Ouais. nous la dire, cette petite phrase. Ah oui, ma grand-mère me disait toujours, Stéphanie, ne t'inquiète pas, si on vend pas tout le vin, on le boira. Donc, voilà, Ça, c'est pragmatique, c'est ça. pragmatique et souvent j'y pense. Je dis, d'accord, grand-mère. Donc, tu arrives. Au niveau de ce que tu as mis en place pour la commercialisation, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire tes différents réseaux? Comment tu t'es organisé? Comment ça marche? Alors déjà, il faut savoir que quand je suis arrivée, j'ai pas quand même tout révolutionné, hein. Ce qui était mis en place était déjà bien structuré, mais il fallait trouver des nouvelles idées. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des choses qu'il fallait changer. Donc, au niveau de la commercialisation, les réseaux sont assez variés, puisqu'on travaille pour une partie avec des grossistes et des négociants. On travaille avec des restaurants, des cavistes, des particuliers en faisant de l'onotourisme, des salons, des soirées dégustation. Voilà, c'est assez varié. D'accord, on m'a B2B, toujours- B2C, les deux. C'est ça. On m'a toujours dit de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est important, surtout aujourd'hui. Par contre, tu Et, me disais tout part en bouteille. Ah, par contre, tout part en bouteille de la propriété. Alors, même le négoce, voilà, ils achètent Oui. des bouteilles. Absolument. Comme ça, tu maîtrises vraiment de A à Z Oui. de l'élaboration de ton vin. Quoi. Après, il y a des marques différentes, des étiquettes différentes, des vins différents, forcément. Quel est l'intérêt de faire tout ça, du coup? Ça permet de pouvoir laisser à chaque réseau la place de bien travailler, en fait. Si chacun a sa marque et une typicité de vin, c'est vrai que y a moins d'interdictions sur les marchés.
Voilà, chacun peut trouver sa place. Et quand tu travailles avec des grossistes, des négoces comme ça, tu sais où c'est distribué derrière? Tu sais à quel prix? Tu sais, t'as des échanges? Alors, j'essaie d'avoir toujours une bonne relation avec mes clients, hein, que ce soit les particuliers ou les négociants. C'est important de garder un bon relationnel et on essaye, oui, de savoir où part notre vin. Bon, après, on n'a pas tous les détails des prix et tout ça, parce que selon leur marché aussi, les prix sont différents. Mais oui, on sait dans quel pays ça part, Ça, dans vous quel faites des magasin. bilans, peut-être? Oui, bien sûr, chaque année, on se voit au moins 2 fois par an avec nos gros acheteurs pour faire un point sur l'avancée des ventes, les différents marchés où se trouvent nos vins, voilà. Et est-ce que dans ces bilans, ils te parlent profil vin ou ça reste... est-ce qu'ils Ça essayent reste très financier Ouais. et stock, on va dire. Ok. Après, Ils sur le t'influencent pas profil sur client, l'évolution des profils ou des choses comme ça? ah oui, c'est ça que tu veux dire. Non, on nous dit pas il faut que le vin soit comme ça. Non. Ils savent qu'on a notre personnalité. Après, dans nos échanges aussi, ce qu'on essaye de faire passer comme information, c'est qu'il faut qu'ils vendent la bouteille avec quelqu'un derrière. Donc en fait, nous, on n'est pas une grande propriété, un nom connu. Le message à faire passer, c'est vraiment le fait que voilà, l'histoire de famille, le travail que l'on fait tout au long de l'année dans nos vignes en s'adaptant au climat, au rythme de la nature, etc. Donc voilà, on essaye de leur faire passer une histoire derrière la bouteille. Ok. En plus, bien sûr, de la dégustation, mais voilà. Ouais, donc c'est important pour eux d'avoir un storytelling, comme on dit, Ouais. pour accompagner le vin. Ok, Mm. intéressant. Et l'aspect du coup plus secteur trad, donc caviste et puis vente aux particuliers sur les salons, des choses comme ça. Là, c'est tes étiquettes qu'on connaît, que tu as au château, c'est ça? Oui, le château de la Croix, oui. Et donc tu as sorti il y a quelque temps les bonnes raisons de boire du vin. Ouais. Alors pour l'instant, j'ai sorti les 3 bonnes raisons de boire du bon vin, Mhm. mais il y en a plein d'autres, hein. Et donc, oui, donc tu comptes décliner tout ça, c'est ça que tu es en train de nous annoncer? Peut-être, on verra. On verra, Et mais t'avais senti le besoin de sortir une nouvelle gamme avec un habillage peut-être un peu plus, enfin moins traditionnel. ouais, j'ai voulu un peu sortir des codes de Bordeaux en faisant une étiquette un peu plus originale. Donc, je travaille avec un graphiste, voilà, et j'ai sorti les 3 bonnes raisons qui sont la première, la convivialité, la deuxième, l'amour, et la troisième, la détente. Voilà, Tessa nous parlera de la détente tout à l'heure. Ah, très bien. Et du coup, tu t'attaques plutôt quel réseau avec ce côté un petit peu différent? Alors là, ça intéresse beaucoup les particuliers, notamment les femmes, parce qu'en fait, mon étiquette attire beaucoup les dames, plus les jeunes et les professionnels au niveau des cavistes. D'ailleurs, on a vu le week-end dernier, là, au week-end cavistes. Ouais, on organise chaque année un week-end où on reçoit des cavistes dans le Médoc et on leur fait rencontrer une trentaine de vignerons avec des échanges, on leur montre tout le territoire. Et Stéphanie, donc tu as participé à ça. Oui, et donc effectivement, j'avais mes 2 vins, Château de la Croix et les 3 bonnes raisons. Et c'est vrai que les 3 bonnes raisons ont vraiment plu. Avec un profil un peu différent aussi du fait du millésime qui est derrière aussi. C'est le 2013, c'est ça? Oui, alors là, c'est un vieux millésime pour l'instant qui a derrière cette étiquette. Après, ça sera amené à évoluer, à changer. Voilà, pour l'instant, j'ai mis un vieux millésime parce que c'est un vin vraiment qui est à maturité optimale, facile à boire. 2013, il est moins solaire. Je trouve qu'en termes de buvabilité, il est beaucoup plus oui, facile à boire que certains millésimes un peu c'est plus ça, structurés, quoi. c'est des tanins très légers. Et donc, ça plaît notamment aux jeunes d'avoir des vins faciles à boire. Ouais. Et alors, le fait d'aller au contact des consommateurs, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que tu imagines que
c'est bouteille par bouteille, c'est moins efficace, on va dire, en termes de quantité. Ah, mais c'est sûr que le volume vendu auprès du particulier n'est pas le même que ce qu'on peut faire avec un professionnel. Mais comprendre ce que veut le consommateur final, c'est quand même très important pour nous, pour savoir si on continue à travailler comme ça et puis pour surtout toujours évoluer, sachant que c'est vrai, on s'adapte un petit peu au goût du consommateur, mais quand même, on essaye de toujours garder notre personnalité. Et puis, voilà, on fait le vin en fonction de nos cépages, de nos terroirs. C'est sûr que les vinifications ont évolué, ont beaucoup changé, voilà, pour extraire un maximum de fruits, du raisin et tout ça. Et s'adapter à un goût au consommateur le consommateur veut des vins quand même qui se boit plus rapidement, parce que le consommateur aujourd'hui il ne garde plus le vin, hein. Quand il achète sa bouteille, il veut se faire plaisir tout de suite, et il a bien raison, hein. Faut vivre au jour le jour, hein. C'est vrai. Voilà. Et tu peux nous donner l'exemple des mariés nantais là? Oui, c'est des clients que j'ai rencontrés sur un salon à Nantes. Et puis voilà, après qui restent clients. Et puis là, qui sont venus il y a quelques jours de ça sur la propriété. Voilà, parce qu'ils se mariaient et ils avaient envie de mettre mon vin sur leur table. Donc je suis contente, fière que nos vins puissent participer à ces journées. Je trouve que ça montre bien ce que le vin, c'est pas juste un produit, tu vois. Enfin, s'ils sont venus te voir toi, c'est parce qu'il y a eu ce beau contact, qu'ils connaissent ton histoire et qu'ils apprécient ton vin. Donc, je trouve ça beau. Moi, c'est ça. On n'achète pas du coca, là. On achète un produit, une exploitation, une histoire, quoi, c'est comme ça. tu disais. Une tête derrière la bouteille et une histoire derrière la bouteille. C'est ça. Toujours. Mais écoute, merci beaucoup Stéphanie pour ce Born to be Wine. Je te propose de passer maintenant à la rubrique de Tessa, enquête de potin. Oh la balance. Bon alors Stéphanie, comme on a pu le voir, le vin au château de la Croix, c'est vraiment une histoire de famille. Tes enfants sont d'ailleurs très vite tombés dedans puisqu'ils ont été élevés en barrique. Est-ce que c'est parce que tu as très vite décelé leur potentiel de garde? Oui, effectivement. C'est quoi cette histoire? Quand, avant qu'il naisse, forcément, on a fabriqué le petit berceau de mon premier enfant, Théo, avec une barrique. Donc voilà, c'est mon mari et moi-même avons fait un petit lit pour notre premier bébé. Absolument adorable. Voilà. Pour les bercer, ça doit être pratique. Effectivement, ils sont nés dedans. Bon, après, si j'ai bien compris, il y aurait de quoi devenir déjanté parfois. D'ailleurs, un petit avis sur les poissons d'avril, il paraît que tu as été gâtée cette année. Oh là là, oui. On va savoir. Alors ça, il y en a eu des poissons d'avril. Donc oui, effectivement, le plus gros, je vois les potins, d'où ça vient. Ma petite sœur adorée, oui, qui m'a fait un gros poisson d'avril en me disant que elle était partie en déplacement, en formation, et qu'elle avait laissé les enfants tout seuls à la maison. Voilà. Donc, et moi, j'ai cru. Et puis, ça a duré pendant 2 jours. Et voilà, jusqu'au jour où elles me disent, c'est un poisson d'avril. Ah, donc t'as cru que pendant 2 jours, tes petits-neveux étaient tous Alors non, seuls c'était juste une nuit, une journée. Voilà, le plus grand, Thiago, était censé s'occuper de sa petite sœur. Voilà, ils ont 5 et 7 ans. Ah oui. Voilà. Il fallait que le grand soit responsable. C'était assez rigolo, mais moi, je suis... voilà. Je crois ce qu'on me dit. Ok, donc au-delà de tout ça, tu es une grande aventureuse, il paraît que tu as même dormi au phare de Cordouan. Plutôt cool, on t'en dirait même un petit peu d'ailleurs. Ouais, alors aventureuse, je sais pas, mais en tous les cas, oui, j'ai eu la chance de pouvoir dormir au phare de Cordouan. Ce phare qui est vraiment un monument emblématique et magnifique du Médoc, qui est classé à l'UNESCO d'ailleurs maintenant. Il est sublime. Et il est sublime. J'invite. Comment on fait ça? Parce qu'il me semblait pas que ça fasse partie des offres. Il
faut connaître un petit peu le gardien, être un peu faux-folle pour se faire remarquer et oser demander. Hein. Dans la vie, il faut oser. Hein. Si on n'ose pas, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, j'ai osé demander s'il était possible de dormir dans le phare. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir dormir avec ma petite famille, mes enfants qui étaient tout petits d'ailleurs, au phare de Cordouan. Et vraiment... Tu ressens que tu es au milieu de l'eau? Ah oui, oui, oui. Le plus magique, c'est quand on ferme les portes avant que la marée monte. Et puis là, on se retrouve au milieu avec des vues magnifiques, un 360 sur l'océan, la ville de Soulac. Et puis voilà. Le phare que je voyais depuis toute petite, depuis la plage de Soulac où j'avais l'habitude de passer mes vacances d'été, eh ben, j'y suis enfin allée et en plus j'ai pu dormir dedans, c'était magique. Donc quand tes enfants ils sont pas dans une barrique, ils sont sur le phare. Oui. Bon bah écoute, moi j'ai posé toutes mes petites questions, donc on se voit plus tard. Merci Tessa. Stéphanie, je te propose de passer à la rubrique En vrac, la rubrique où les questions s'enchaînent sans aucun lien entre elles. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler de la passion de la voile qui t'anime, toi et ton mari? La voile, j'en ai fait très tard, hein, parce que c'est mon mari qui m'a fait découvrir la voile. Il a toujours, lui, navigué. Il était moniteur de voile et lors de mes vacances à Soulac, il s'est trouvé que voilà, un petit cours de voile et puis voilà, c'est là où j'ai rencontré le moniteur et de là est née ma passion pour la voile. D'accord. Vous voyagez un petit peu du coup? On part beaucoup vers le nord, vers la Bretagne, voilà, Bretagne Nord, en faisant du cabotage, plusieurs îles, les lieux, et Dick et Watt qui sont mes petites îles préférées, les Glénans, voilà, très très beau à découvrir, surtout en bateau. Tout est libre et à notre rythme, donc Quand tu c'est pars en magnifique. Bretagne comme ça, c'est combien de temps? On part à peu près 2 semaines. Tu es allé à Bordeaux aussi, c'est ça? Alors notre première navigation sur l'estuaire, c'était avec un petit bateau qu'on s'était acheté quand on était étudiant avec mon mari. On s'était acheté un tout petit bateau et on est parti du petit port de Goulet, un petit port sur l'estuaire de la Gironde. Et on a descendu le canal du Midi, d'abord l'estuaire de la Gironde, et après on est passé par le canal du Midi où on a descendu le mât forcément pour passer sous les ponts. Et après on est arrivé en Méditerranée, voilà. Carrément. On a remis le mât et on a navigué en Méditerranée jusqu'à Porquerolles, voilà. D'accord. Première grosse Belle escapade en amoureux, ça, navigation d'accord. en amoureux, voilà. C'est beau. Tu nous parles de Soulac, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Soulac? Parce que ça m'a l'air de te tenir à cœur. Alors, Ah oui. fais-nous la promotion de Soulac. Ouais. Ben, Soulac, c'est ma ville du Médoc. C'est là où j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et puis, plus encore, c'est à Soulac que je me suis mariée également. D'accord. À la basilique, Voilà, de à la grande basilique de Soulac. Très grande basilique avec une très belle place où on fait nos foires au vin en août chaque année. N'hésitez pas à venir. Tu as raison. Soulac, ma ville d'enfance, puisque c'est là où on allait passer toujours nos vacances d'été avec mes parents et mes grands-parents. On avait une villa de famille, voilà, qu'on a toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est une belle petite ville, pas encore construite, des belles petites maisons, un esprit très familial, tranquille. Voilà, de belles plages. Et tu me dis que tu es allé aussi à Royan du coup de temps en temps depuis Soulac? Oui, on faisait notre petite croisière souvent avec ma maman et une amie à elle, Parce qu'il y a ses le bac, enfants. c'est ça, qui relie Ouais. le Verdon et Royan, Oui. qui a un accès, si on veut éviter un petit peu Bordeaux, et qu'on arrive Oui. de la côte atlantique, ça peut être une solution intéressante Ah oui. de passer par là. Puis C'est surtout qu'il y a de beaucoup- beaux paysages à découvrir. Beaucoup plus agréable que les bouchons de Bordeaux d'ailleurs. Ouais, hein. c'est sûr. Donc on traversait avec le bac et puis on allait passer la journée à Royan. C'était la grande ville pour nous par rapport à Soulac. Au niveau de l'accueil ici au château, tu Mhm. fais des choses assez intéressantes et surprenantes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là au niveau des activités que tu proposes?
Oui, on essaye de varier pour attirer le monde et puis voilà, faire venir les gens, les grands, les plus petits. Donc, on fait une séance de yoga dans les vignes. Donc, yoga et dégustation. Pendant, après, avant comment... Alors, en principe, on fait la séance de yoga avant. Et puis, qui veut déguste après. On fait aussi on propose des petits paniers pique-nique avec la visite de la propriété où là, on prépare un petit panier avec des spécialités médocaines. Voilà, notamment le grenier médocain. Le fameux grenier médocain. On n'en a pas encore parlé. Et donc, c'est une spécialité de charcuterie. Oui, la c'est panse ça. de porc, c'est ça? C'est ça, avec, bien poivré, bien relevé, qui va très bien avec nos vins. Voilà, où là, on fait la visite et après, on amène les gens sur le lieu du pique-nique et les gens peuvent déjeuner au milieu de nos parcelles et puis après se promener dans nos parcelles de vignes s'ils le souhaitent. Tu as d'autres moments de chocolat, non, peut-être Alors, des fois, oui, on fait des dégustations à thème, vin chocolat, vin fromage. On fait participer aussi les enfants en faisant des petites séances de dégustation, mais plus sensorielles. Voilà. D'accord, oui, précise bien. Oui. Il n'y a pas d'alcool, j'imagine, dans tout ça. Ouais. Alors, ce qui est rigolo d'ailleurs avec les enfants, c'est qu'à chaque fois, je leur prépare des petites mignonnettes avec de l'eau et des sirops, alors de cassis, mûre, menthe. Et puis, je mets toujours une petite mignonnette avec du vin dedans. Et en fait, ils sentent. Et il y en a beaucoup qui préfèrent l'odeur du vin. Donc, c'est assez marrant. Futur connaisseur. Voilà. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et puis, bon, on fait aussi, là, on est en train de mettre en place pour cet été un parcours d'orientation qui sera, il y aura 2 circuits de marche. Voilà, où les gens se baladeront et devront trouver des énigmes sur le vin et sur aussi le côté culturel du coin. Alors, si vous êtes dans le Médoc cet été, n'hésitez pas à venir au Château de la Croix, il y a plein d'activités qui vous attendent. On va terminer ce en vrac par la tradition, le mot médocain que tu pourrais nous apprendre. Eh ben, on pourrait parler des règes. Voilà. Souvent, on appelle les rangs de vignes, mais nous, en Médoc, on parle de règes. Une rège. Féminin. Un rang qui se transforme en une rège dans le Médoc. C'est ça. Merci de nous apprendre un peu plus sur le Médoc et son vocabulaire. On va passer à la partie la plus intéressante, celle de la dégustation du vin que Tessa nous a préparé. Donc, à toi, Tessa. Stop goûte en place, je suis prête à en découdre. Dans la vie, il y a 3 choses que j'aime par-dessus tout. Mon chat, faire des vannes un peu moyennes et me détendre. Avec mes notes de dégustation, on pourrait aisément penser que les 2 derniers sont devenus mes spécialités d'ailleurs. Et vous ne croiriez pas si bien dire. Aujourd'hui, je déguste justement une cuvée avec une étiquette un peu spéciale, intitulée « La détente ». On se doute que je vais flirter avec les limites de la loi E20 aujourd'hui encore, mais bon, comment résister? Sur cette bouteille, on peut voir un numéro, le 3, car elle a 2 grandes sœurs prénommées Convivialité et Amour, quelle belle famille. Une promesse épicurienne, comme dirait Stéphane, moi je vais plutôt dire j'adore ce packaging Stéphanie. Des illustrations adorables représentant les 3 bonnes raisons de boire du bon vin de leur nom, le tout dans un petit coffret blanc. Je dois avouer que je suis assez fan de ce visuel, mais bon, il est temps de s'attarder sur un autre visuel, place à la dégustation. En toute décontraction, pour rester dans le thème, j'observe alors mon verre. Le vin est limpide et d'une couleur rouge qui tire plus sur l'orangé que le violet. J'ai appris que ce genre de couleur était la marque d'un vin plus ancien que ce que j'ai l'habitude de déguster. Je suppose qu'il a alors eu le temps de se la couler douce en cave en attendant son moment. Au nez, j'ai l'impression de retrouver des notes de cerise avec un côté un peu sucré qui laisse entendre un peu de gourmandise également. Mais aussi une légère note boisée. Enfin, je crois. Bon, je vais pas me prendre la tête avec mon nez, on est là pour passer un bon moment quand même. Et puis, peut-être que ma bouche m'en dira plus. Alors c'est parti, un hit au fond de la gorge, un très léger assèchement du haut tanin, mais sans aucune lourdeur sur ma langue, ce qui m'évoque de nouveau cette idée de boisé maîtrisé, qui se fond avec un petit côté épicé, peut-être poivré? En tout cas, c'est un vin plaisir qui porte bien son nom, facile à boire et agréable, un appel à l'appréciation calme et sans chichi.
La sensation légère qu'il me laisse en bouche me rappelle sa personnalité, un vin équilibré qui s'apprécie facilement en prenant le temps d'une pause. Alors Stéphanie, est-ce que cette dégustation a plutôt le don de te faire monter la tension, ou alors est-ce que j'ai réussi à respecter les 3 bonnes raisons de boire du bon vin? En tout cas, merci pour ton amour de ton métier en ce moment. Non, en tout cas, merci pour ton amour de ton métier, tout le temps, et ce moment convivial échangé. Merci Tessa. Excellent, bien dit. Tu Est-ce trouves? que je pourrais me servir de tous ces commentaires pour argumenter mes Mais bien ventes? sûr, je t'enverrai tout ça. Bon alors du coup, comme vous aviez dit tout à l'heure, c'est vraiment un vin un peu plus ancien que ce que j'ai l'habitude de déguster. Il me semble que jusqu'ici dans Test ton Wine, j'ai plutôt eu des vins assez jeunes. Et donc comme vous l'aviez dit, c'était un 2013, c'est ça? Oui. Et donc, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que les vins qui vieillissent un petit peu, est-ce que c'est toujours des vins qui vont être équilibrés, comme j'ai eu l'impression, avec des tanins un peu plus soyeux. fondus, Oui. soyeux? Je connais pas ces mots pour le coup, mais... Oui. Plus le vin vieillit, plus il va, les tanins vont s'atténuer, ça va devenir des vins un peu plus doux, plus long en bouche. Il y a tout qui s'équilibre, bel équilibre entre le fruité qui est plus sur des fruits bien mûrs, les tanins, le boisage qui est vraiment très discret. On fait très attention à ça, hein, de laisser s'exprimer le vin avec son fruité et ses terroirs plutôt que masquer les arômes par le bois. C'est important. Et voilà, c'est juste un vin plaisir, comme tu l'as bien dit. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était le cas pour le coup. Voilà. Et puis, une étiquette, 3e bonne raison, détente, hein, parce que Vraiment, le cette vin, bouteille, moi, je suis une grande c'est fan. aussi de la détente. Voilà, passer des bons moments avec merci. une belle bouteille de vin. Bravo Tessa pour cette nouvelle dégustation, de nous faire découvrir ce joli vin. Et merci Stéphanie surtout d'avoir élaboré ce joli vin et de nous le partager. Avec plaisir. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, en guise de conclusion, on peut rappeler aux gens qui peuvent venir te voir à Ordonnac, au château, qu'il y a plein de choses à y faire, surtout l'été. Et Tout donc, au long de l'année. Hein. tout au long de l'année, Oui, très bien. Bon, Écoute, bien sûr, le pique-nique, hein, c'est oui, mieux l'été, mais j'imagine. Donc, ils peuvent te suivre sur Instagram sur Château de la Croix. Pensez aussi que vous pouvez nous suivre sur Médoc_au-Médoc. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un nouveau vigneron ou une nouvelle vigneronne, on ne le sait pas encore. Si vous n'avez pas encore regardé ou écouté les 5 premiers épisodes, n'hésitez pas à enchaîner, à nous laisser des petits commentaires, à liker, à mettre des petites étoiles. Ça nous donne de la visibilité et de la force. Merci Stéphanie encore pour ton accueil et à bientôt dans le Médoc. à très vite. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vide. Parler du vin qu'on brasse et des vins qu'on boit.